Le vent antarctique hurle contre les parois métalliques de la station météorologique Kerguelen 7 avec une férocité qui fait trembler même les structures les plus solides. Marcel Dubois, capitaine de la marine française, observe par la petite fenêtre renforcée les tourbillons de neige qui effacent complètement le paysage rocheux de l'île de la Désolation. Ses cheveux grisonnants, taillés courts selon la tradition militaire, encadrent un visage buriné par des décennies de service en mer. Ses yeux bleus, jadis perçants comme l'acier, portent maintenant une mélancolie profonde qui s'est installée depuis la mort de sa femme Marguerite il y a 3 ans. « Capitaine, la pression barométrique continue de chuter rapidement », annonce la docteure Claire Moreau depuis son poste de travail entourée d'écrans d'ordinateurs et d'instruments météorologiques sophistiqués. Ses longs cheveux châtains sont attachés en une queue de cheval pratique, et ses lunettes à monture fine reflètent la lueur bleutée des moniteurs. À 34 ans, elle a sacrifié une carrière prometteuse à Paris pour prouver sa valeur dans cet environnement hostile où peu de femmes osent s'aventurer. Nous devons nous préparer à une tempête d'une intensité exceptionnelle. Les données satellites montrent des vents qui pourraient atteindre 180 km/h. Marcel hoche la tête gravement. Il connaît bien ces tempêtes antarctiques qui peuvent transformer une île relativement paisible en enfer gelé en quelques heures. Jacques, vérifiez une dernière fois nos communications avec la base de Porto Français avant que la tempête ne frappe, ordonne-t-il au jeune technicien qui s'affaire près du puissant émetteur radio. Jacques Roux, 26 ans, lève ses yeux fatigués de l'équipement. Ses mains expertes manipulent les cadrans avec la précision d'un pianiste virtuose, mais l'inquiétude se lit clairement sur son visage juvénile. « J'essaie depuis 1 heure, capitaine, mais les conditions atmosphériques perturbent déjà les signaux. La dernière transmission claire remonte à 6 heures ce matin. » Il ajuste ses écouteurs et tente une nouvelle fois d'établir le contact. « Base Porto Français, ici station Kerguelen 7, répondez s'il vous plaît. » Seuls les parasites électriques lui répondent, créant une symphonie inquiétante de grésillements. La station météorologique, construite en 1983, ressemble plus à un bunker qu'à un laboratoire scientifique. Ses murs épais, conçus pour résister aux conditions extrêmes, abritent 7 personnes pendant ces 6 longs mois d'hivernage. Outre Marcel, Claire et Jacques, l'équipe comprend le docteur Henri Leblanc, géologue chevronné de 58 ans dont la barbe blanche lui donne des allures de sage des montagnes, Pierre Gauthier, mécanicien robuste de 42 ans capable de réparer n'importe quoi avec ses mains calleuses, Sophie Durand, biologiste marine de 29 ans venue étudier la faune unique de ces eaux froides, et enfin Thomas Morvan, cuisinier breton de 37 ans dont l'humour noir maintient le moral de l'équipe même dans les moments les plus difficiles. La température extérieure vient de passer sous les moins 40 degrés, annonce Claire, ses doigts fins tapant rapidement sur le clavier pour enregistrer les données. Et ce n'est que le début. Les modèles prédictifs indiquent que cette tempête pourrait durer au moins 72 heures. Marcel sent un frisson qui n'a rien à voir avec le froid parcourir son échine. 72 heures de tempête signifient 3 jours d'isolement complet, 3 jours où la moindre défaillance technique pourrait se transformer en catastrophe mortelle. Il repense à Marguerite, à sa promesse de ne plus jamais la laisser seule, une promesse qu'il a brisée en acceptant cette mission à l'autre bout du monde, mais le travail l'aide à oublier, du moins temporairement, la douleur lancinante de son absence. « Henri, comment se présentent nos réserves d'énergie ?» demande Marcel au géologue qui vérifie les générateurs dans la salle technique adjacente. « Les générateurs principaux fonctionnent parfaitement, capitaine », répond Henri de sa voix grave et rassurante. Ses décennies d'expérience en milieux extrêmes se lisent dans chacun de ses gestes mesurés. « Nous avons suffisamment de carburant pour tenir 3 semaines, même en cas de consommation maximale. Pierre a effectué une révision complète hier, tout est en ordre. » Pierre Gauthier essuie ses mains grasses sur un chiffon tout en souriant de satisfaction. Ces vieilles machines sont solides comme des rocs, elles ont survécu à pire que ça. Son accent du sud-ouest de la France apporte une chaleur bienvenue dans l'atmosphère tendue de la station. Sophie Durand lève les yeux de ses échantillons biologiques, ses boucles rousses échappant de son bonnet de laine. « J'ai sécurisé tous mes spécimens dans les congélateurs de secours. Si nous perdons l'alimentation principale, ils survivront au moins 48 heures. » Son dévouement à la science rivalise avec celui de Claire, mais son approche est plus intuitive, presque artistique dans sa façon d'observer la vie marine. Thomas Morvan émerge de la cuisine, tablier taché et sourire en coin. « J'ai préparé assez de ragoût pour nourrir une armée. Au moins, nous ne mourrons pas de faim pendant que Dame Nature fait ses caprices dehors. » Son humour sarcastique masque une inquiétude grandissante qu'il préfère ne pas montrer. La tempête frappe avec une violence inouïe,
Vers 22 heures, le hurlement du vent devient assourdissant, couvrant presque entièrement les voix humaines. Les murs de la station vibrent, comme les cordes d'un instrument gigantesque, créant une mélodie apocalyptique qui semble provenir des profondeurs de l'enfer glacé. Marcel fait sa ronde nocturne, vérifiant chaque équipement, chaque joint d'étanchéité, chaque système vital de leur refuge précaire. « Capitaine !» crie Jacques par-dessus le vacarme. « Je perds complètement le signal radio. L'antenne principale a dû être endommagée. » Marcel se précipite vers le poste de communication. Les écrans clignotent de manière erratique, et les haut-parleurs ne produisent plus qu'un sifflement aigu entrecoupé de craquements électriques. « Pouvez-vous localiser le problème ? Il faut que j'aille dehors pour vérifier l'antenne, mais avec ces vents, c'est du suicide, » répond Jacques, frustré par son impuissance face aux éléments déchaînés. Claire s'approche, consultant ses instruments. Les rafales atteignent maintenant 200 km/h. Aucun être humain ne peut survivre dehors dans ces conditions, ne serait-ce que quelques minutes. Marcel prend une décision difficile, mais nécessaire. Nous attendrons que la tempête se calme. Notre priorité absolue est de rester en vie. Les communications peuvent attendre. Il regarde chaque membre de son équipe dans les yeux, assumant pleinement sa responsabilité de leader. Nous avons survécu à pire, nous survivrons à ça aussi. Les heures s'égrènent lentement dans un mélange de tension et d'ennui. Chacun tente de maintenir une routine normale malgré les circonstances extraordinaires. Claire continue ses relevés météorologiques, transformant la fureur de la nature en données scientifiques précises. Henri étudie des échantillons géologiques sous son microscope, perdu dans les mystères de la formation de cette île volcanique. Sophie catalogue ses observations biologiques, documentant méticuleusement la vie marine unique de ces eaux glaciales. Vers 4 heures du matin, la tempête commence enfin à montrer des signes de faiblesse. Le hurlement constant du vent se transforme en gémissements intermittents et les vibrations de la station s'atténuent progressivement. Marcel, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, sent une fatigue profonde s'abattre sur ses épaules. Mais son sens du devoir l'emporte sur son épuisement. « Dès que les conditions le permettront, nous évaluerons les dégâts », annonce-t-il à son équipe réunie dans la salle commune. « Jacques, préparez vos outils pour réparer l'antenne. Pierre, vérifiez tous les systèmes externes. Nous devons rétablir le contact avec la base le plus rapidement possible. » Alors que l'aube pointe timidement à travers les nuages qui se dispersent, Marcel ressent une étrange sensation, comme si des yeux invisibles observaient leur petit refuge isolé au bout du monde. L'aube australe révèle un paysage transformé par la fureur de la tempête. Marcel Dubois chausse ses bottes isolantes et enfile sa combinaison thermique avec des gestes méthodiques acquis au fil des décennies de service militaire. Par la fenêtre renforcée, il observe les congères de neige qui ont redessiné la topographie autour de la station Kerguelen 7. Le vent a sculpté des formations blanches aux formes fantastiques, créant un labyrinthe glacé là où s'étendait autrefois un terrain relativement plat. La température extérieure s'est stabilisée à moins 38 degrés, annonce Claire Moreau en ajustant ses lunettes pour mieux lire les données sur son écran. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en queue de cheval stricte, montrent quelques mèches rebelles qui trahissent sa nuit blanche. Le vent a considérablement faibli, avec des rafales ne dépassant plus 50 km/h. Conditions acceptables pour une sortie de reconnaissance, mais il faut rester extrêmement prudent. Jacques Roux termine de rassembler son matériel de réparation dans une mallette métallique. Ses yeux cernés témoignent de l'anxiété qui l'a tenu éveillé, écoutant les parasites radio dans l'espoir vain d'un signal salvateur. « J'ai identifié le problème probable, capitaine. L'antenne principale a sûrement été arrachée ou pliée par les vents. Le système de secours fonctionne encore, mais sa portée est ridiculement limitée. Nous pouvons communiquer sur un rayon de quelques kilomètres au maximum. » Marcel hoche la tête et vérifie son équipement de survie. Balises de détresse, trousse de premier secours, ration d'urgence et surtout, une corde de sécurité qui l'attache solidement à la structure de la station. « Pierre, vous m'accompagnez. » Henri, Sophie et Thomas restent à l'intérieur pour maintenir la surveillance des systèmes vitaux. Claire, continuez vos relevés et prévenez-nous immédiatement si vous détectez un changement météorologique. Pierre Gauthier ajuste son bonnet de laine sur ses cheveux grisonnants et teste la résistance de ses gants épais. Ses 42 ans d'expérience en mécanique lui ont appris à respecter les environnements hostiles, tout en gardant confiance en ses capacités. « Mes outils sont prêts, capitaine. Si cette antenne peut être réparée, je la réparerai. » L'ouverture de la porte blindée provoque un appel d'air glacial qui s'engouffre dans la station comme une gifle polaire. Marcel sent immédiatement le froid mordant transpercer sa combinaison malgré ses multiples couches de protection. Chaque inspiration brûle ses poumons,
et la vapeur de sa respiration se cristallise instantanément en minuscules glaçons qui tombent en tintinant sur le sol métallique. Le spectacle qui s'offre à eux dépasse leurs attentes les plus pessimistes. L'antenne principale, haute de 15 mètres et construite pour résister aux conditions antarctiques les plus extrêmes, gît tordue et brisée comme un cure-dent géant. Des fragments métalliques jonchent la neige sur un rayon de 50 mètres, témoins muets de la violence inouïe des vents de la nuit passée. « Seigneur », murmure Pierre en découvrant l'ampleur des dégâts, « il faudrait une grue pour redresser ça. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour une réparation de cette envergure. » Marcel examine attentivement les débris, calculant mentalement leurs options limitées. Son expérience militaire lui a enseigné à toujours chercher des solutions alternatives face à l'adversité. L'antenne de secours peut-elle être modifiée pour augmenter sa portée? Théoriquement oui, répond Pierre en s'agenouillant près des équipements dispersés. Nous pourrions récupérer certains composants de l'antenne principale et les intégrer au système de secours. Cela ne nous donnerait pas la même puissance, mais peut-être assez pour atteindre Port-au-Français lors des créneaux de propagation optimale. Ils travaillent en silence pendant près d'1 heure, leurs mains rapidement engourdies malgré les gants, récupérant les pièces utilisables parmi les débris gelés. Marcel porte un amplificateur endommagé vers la station quand quelque chose attire son attention dans la neige fraîche, près du générateur auxiliaire. Il s'arrête net, cligne des yeux pour s'assurer qu'il ne rêve pas, puis appelle Pierre d'une voix où perce une inquiétude nouvelle. « Pierre, venez voir ça immédiatement. » Le mécanicien abandonne son travail et rejoint Marcel près du générateur. Ce qu'il découvre le glace d'effroi autant que la température polaire. Dans la neige immaculée, parfaitement préservée par le froid sec, se dessinent clairement des empreintes de bottes humaines. Les traces, d'une netteté saisissante, forment un chemin qui contourne la station avant de disparaître derrière l'affleurement rocheux qui surplombe leur refuge. Ces empreintes sont récentes, chuchote Pierre, sa voix étouffée par son écharpe. Très récentes. Regardez la définition des semelles. La neige n'a même pas commencé à s'effriter sur les bords. Elle date de cette nuit, peut-être de ce matin au plus tôt. Marcel s'agenouille pour examiner les traces de plus près. Son cœur bat plus vite, tandis qu'il analyse méthodiquement les indices. Pointure 43 ou 44, semelle crantée typique des bottes militaires ou d'expéditions polaires, foulée régulière, pas de signe de blessure ou de faiblesse. Cette personne connaît parfaitement ce terrain. « Mais c'est impossible », murmure Pierre, regardant nerveusement autour d'eux comme s'il s'attendait à voir surgir une silhouette des rochers environnants. Nous sommes censés être seuls sur cette île. Les dernières évacuations ont eu lieu en mars dernier, il y a 4 mois. Aucun être humain ne peut survivre seul dans ces conditions pendant si longtemps. Marcel suit du regard la piste qui serpente avec assurance entre les obstacles naturels. Celui qui a laissé ses traces connaissait exactement où il allait, évitant les zones dangereuses avec une précision qui trahit une connaissance intime du terrain. Rentrons immédiatement. L'équipe doit être mise au courant de cette découverte. De retour dans la chaleur relative de la station, Marcel rassemble tout le monde dans la salle commune. Les visages se tournent vers lui avec curiosité, mais l'expression grave du capitaine fait rapidement place à l'inquiétude sur les traits de chacun. « Nous avons découvert des traces fraîches autour de la station », annonce-t-il sans préambule, préférant la franchise brutale aux euphémismes rassurants. Des empreintes humaines datant de moins de 12 heures. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée. Claire retire lentement ses lunettes et les nettoie machinalement, geste nerveux qu'elle répète toujours quand elle traite des informations troublantes. Jacques interrompt son travail sur l'équipement radio, ses mains tremblantes soudain incapables de tenir fermement ses outils. Henri pose sa tasse de café avec un bruit sec qui résonne comme un coup de feu dans le silence. « Vous êtes absolument certain ?» demande Henri de sa voix grave, ses décennies d'expérience scientifique l'incitant à vérifier chaque hypothèse avant d'accepter une conclusion aussi bouleversante. « Les preuves sont indiscutables », répond Marcel en étalant sur la table des photographies qu'il a prises avec son appareil numérique étanche. Bottes militaires, foulée assurée, tracé délibéré autour de notre installation. Cette personne nous observait pendant la tempête. Sophie Durand frissonne malgré la chaleur de la station. Mais qui pourrait survivre dehors par ces conditions? Et pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Nous sommes tous dans la même situation, isolés et vulnérables. Thomas Morvan, habituellement prompt à plaisanter pour détendre l'atmosphère, reste inhabituellement silencieux. Son visage buriné par les années de navigation en mer reflète une préoccupation croissante. Dans mon village en Bretagne, on dit que la solitude et le froid peuvent rendre les hommes fous. Peut-être que quelqu'un de la précédente équipe n'a jamais quitté l'île. Les procédures d'évacuation sont strictes, objecte Claire,
retrouvant sa logique scientifique pour combattre l'angoisse qui monte. Chaque personne est comptabilisée, chaque départ vérifié et enregistré. Il est impossible qu'un membre du personnel soit oublié. Jacques lève timidement la main, hésitant à partager une information qui pourrait aggraver leur situation déjà précaire. « Capitaine, il y a autre chose. Depuis hier soir, je capte parfois des signaux sur les fréquences d'urgence. Ce ne sont pas des messages clairs, plutôt des séquences de bips courts et longs, comme un code morse artisanal. » Marcel sent une tension nouvelle s'installer dans ses muscles. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné plus tôt? J'ai pensé que c'était des parasites causés par la tempête, des interférences électromagnétiques naturelles. Mais maintenant, avec ses empreintes, Jacques manipule nerveusement les boutons de son récepteur. Je peux essayer de localiser la source du signal lors de la prochaine transmission. Faites-le, ordonne Marcel, et établissez un planning de surveillance radio continue. Si quelqu'un d'autre partage cette île avec nous, nous devons savoir qui c'est et quelles sont ses intentions. L'après-midi s'écoule dans une atmosphère tendue, où chacun vaque à ses occupations habituelles, tout en jetant des regards inquiets vers les fenêtres. Marcel organise des tours de garde, personne ne devant rester seul, surtout à proximité des issues. La routine rassurante de la station scientifique a cédé la place à une vigilance constante qui épuise nerveusement tout le monde. Vers 17h, alors que la nuit polaire commence à envelopper l'île de son manteau d'obscurité, Jacques bondit soudain de son poste radio. Je l'ai. Le signal provient du nord-est, probablement de la zone des anciennes installations militaires abandonnées. Distance estimée, 3 à 4 km. Marcel étudie la carte topographique de l'île affichée sur le mur. Ces installations datent de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont officiellement condamnées et inutilisables depuis des décennies. Officiellement, murmure Henri en caressant sa barbe blanche. Mais un homme déterminé pourrait peut-être rendre certaines structures habitables, au moins temporairement. La nuit tombe complètement quand Claire, qui surveille les instruments extérieurs, pousse un cri étouffé qui glace le sang de tous les présents. Il y a quelqu'un dehors, une silhouette près du hangar de stockage. Tous se précipitent vers la fenêtre nord. Dans la lueur blafarde des projecteurs extérieurs, une ombre humaine se détache nettement contre la neige, immobile comme une statue, apparemment indifférente au froid mortel qui règne à l'extérieur. La silhouette reste immobile dans le halo des projecteurs comme un fantôme de glace, défiant les lois de la survie humaine dans cet enfer gelé. Marcel Dubois sent son sang se transformer en eau glacée, tandis qu'il observe cette apparition impossible à travers la fenêtre renforcée de la station Kerguelen 7. La forme humaine, drapée dans ce qui semble être une combinaison polaire militaire décolorée par les années, ne bouge pas d'1 millimètre malgré le vent qui fouette encore les étendues neigeuses à plus de 40 km/h. Depuis combien de temps est-elle là? Chuchote Marcel, sa voix de commandant trahissant pour la première fois une fêlure d'inquiétude profonde. Claire Moreau, collée contre la vitre, ses lunettes embuées par sa respiration saccadée, secoue la tête avec incrédulité. Je viens de la remarquer à l'instant, mais elle pourrait être là depuis des minutes, des heures même. Cette personne ne semble absolument pas affectée par les conditions extérieures. Jacques Roux abandonne précipitamment son poste radio, ses mains tremblantes renversant sa tasse de café qui se brise sur le sol métallique dans un fracas qui fait sursauter tout le monde. Comment peut-on rester dehors si longtemps par moins 38 degrés? C'est physiologiquement impossible. L'hypothermie devrait l'avoir terrassé depuis longtemps. Pierre Gauthier, homme pragmatique, habitué aux défis techniques les plus ardus, pose sa main calleuse sur l'épaule de Marcel. « Capitaine, nous devons faire quelque chose. Si cette personne est en détresse, chaque minute compte. Mais si ses intentions sont hostiles, » il laisse sa phrase en suspens, tous comprenant parfaitement les implications inquiétantes. Henri Leblanc, dont l'expérience des terrains difficiles dépasse celle de tous les autres membres de l'équipe, examine attentivement la silhouette à travers ses jumelles de terrain. Cette posture, cette immobilité parfaite, cela ne correspond à aucun comportement de détresse que j'ai pu observer en 40 ans de mission polaire. Cette personne semble parfaitement maîtriser son environnement. Sophie Durand se mord nerveusement la lèvre inférieure, ses boucles rousses collées par la sueur malgré la température ambiante soigneusement contrôlée de la station. Peut-être essaye-t-elle de communiquer avec nous, de nous faire comprendre quelque chose d'important. Thomas Morvan, dont l'humour habituel a complètement disparu, scrute l'obscurité environnante avec une méfiance croissante. Ou peut-être nous observe-t-elle depuis des jours, étudiant nos habitudes, nos faiblesses, attendant le moment propice pour agir. Marcel prend une décision qui engage sa responsabilité de commandant. Il vérifie son équipement de communication portable et ajuste sa combinaison thermique.
Je sors lui parler. Cette situation ne peut pas durer indéfiniment. Nous devons savoir à qui nous avons affaire. Capitaine, c'est de la folie pure, proteste Claire, son instinct scientifique se rebellant contre une approche aussi directe d'une situation inexpliquée. Nous ne connaissons ni les intentions ni les capacités de cette personne. Et si c'était un piège, alors nous préparerons toutes les précautions possibles, répond Marcel avec la détermination froide qui a fait sa réputation dans la marine française. Pierre, vous me couvrez depuis la porte d'entrée, arme de détresse à portée de main. Jacques, maintenez le contact radio permanent. Au moindre problème, vous verrouillez la station et tentez de joindre Port-au-Français avec le système d'urgence. L'équipement de Marcel teinte métalliquement, tandis qu'il vérifie chaque élément. Balises GPS, fusée de détresse, couteau de survie, lampe haute puissance et radio portable. Ces gestes méthodiques masquent une appréhension grandissante qu'il refuse de montrer devant son équipe. Le souvenir de Marguerite, de sa promesse brisée de toujours revenir, lui serre douloureusement la poitrine. L'ouverture de la porte blindée produit le même sifflement glacial que le matin, mais cette fois Marcel ressent une tension différente dans l'air polaire. Chaque pas dans la neige crissante résonne comme un battement de tambour dans le silence surnaturel qui enveloppe l'île. La silhouette ne bouge toujours pas, défiant toute logique humaine. « Bonjour », lance Marcel d'une voix forte qui porte dans l'air cristallin. « Je suis le capitaine Marcel Dubois, commandant de la station météorologique Kerguelen 7. Pouvez-vous m'entendre ?» Aucune réaction. La forme humaine reste parfaitement statique, comme sculptée dans la glace elle-même. Marcel avance prudemment, ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche avec des craquements sourds. À mesure qu'il s'approche, les détails de cette mystérieuse apparition deviennent plus nets et plus troublants. La combinaison polaire, effectivement de type militaire, porte les stigmates d'un usage prolongé dans des conditions extrêmes. Décolorée par l'exposition aux ultraviolets réfléchis sur la neige, rapiécée à plusieurs endroits avec une expertise qui trahit des années de survie autonome, elle témoigne d'une adaptation remarquable à cet environnement hostile. Le masque facial, probablement bricolé à partir d'équipements de fortune, dissimule complètement les traits de l'inconnu. « Avez-vous besoin d'aide ?» insiste Marcel, maintenant à moins de 10 mètres de la silhouette. « Nous avons nourriture, chaleur, équipement médical. Si vous êtes blessé ou en détresse, nous pouvons vous secourir. » Soudain, la tête encapuchonnée se tourne lentement vers Marcel avec une fluidité mécanique qui fait dresser tous les poils de sa nuque. Aucun être humain normal ne devrait pouvoir bouger avec une telle précision après des heures d'exposition à un froid mortel. Les muscles auraient dû être complètement tétanisés depuis longtemps. « Vous n'êtes pas seul sur cette île », dit une voix féminine claire et parfaitement articulée, sans aucun tremblement malgré les conditions extrêmes. L'accent français est pur, cultivé, évoquant une éducation raffinée qui contraste étrangement avec cette apparence de survivante sauvage. Marcel se fige, sa formation militaire lui soufflant simultanément de maintenir le dialogue et de préparer une retraite stratégique. Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? Depuis combien de temps êtes-vous sur cette île? La femme masquée fait un geste lent de la main vers les falaises nord qui se dressent comme des murailles noires contre le ciel étoilé. Ils ne sont pas partis avec les autres. Ils attendent, ils observent, ils se préparent. « Qui ?» demande Marcel, sentant une angoisse primitive remonter des profondeurs de son subconscient. « De qui parlez-vous? Combien sont-ils » Mais la mystérieuse femme recule déjà dans l'ombre, sa silhouette se fondant avec une aisance déconcertante dans le paysage rocheux. La station n'est pas sûre, les communications sont compromises. Faites attention aux signaux nocturnes. « Attendez !» crie Marcel, mais il s'adresse déjà au vide. La femme a disparu avec une rapidité qui défie l'entendement, ne laissant derrière elle que des empreintes déjà partiellement effacées par le vent qui se lève de nouveau. De retour dans la station, Marcel trouve son équipe rassemblée dans un cercle tendu, tous les visages tournés vers lui avec une expectative mêlée de terreur. Il retire lentement son équipement, prenant le temps de rassembler ses pensées avant de rapporter cette conversation surréaliste. « Alors ?» demande Claire, ses mains serrées si fort que ses jointures blanchissent sous la tension. Qui était-ce? Que voulait-elle? Marcel s'assied lourdement, sentant soudain le poids de ses 52 ans et de toutes les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Une femme française, parfaitement cohérente malgré des conditions qui auraient dû la tuer depuis longtemps. Elle prétend que nous ne sommes pas seuls sur l'île, qu'il y a d'autres personnes qui nous observent. Jacques bondit de sa chaise avec une agitation fébrile. Les signaux radio! Elle a mentionné les signaux nocturnes. Capitaine, j'ai effectivement capté de nouveaux codes cet après-midi, plus complexes, plus organisés.
comme si plusieurs sources communiquaient entre elles. Henri caresse pensivement sa barbe blanche, son cerveau scientifique tentant de rationaliser l'irrationnel. Les anciennes installations militaires pourraient effectivement abriter un petit groupe de personnes. Pendant la guerre froide, des équipes d'observation clandestines ont pu être abandonnées sur ces îles isolées. Mais cela date de décennies, objecte Sophie. Comment aurait-elle survécu si longtemps sans ravitaillement extérieur? Thomas, retrouvant temporairement son mordant habituel, ricane amèrement. Peut-être qu'elles n'ont pas survécu, peut-être que nous parlons aux morts. Cessez ces superstitions ridicules, l'interrompt sèchement Claire, bien que sa voix tremble légèrement. Il existe forcément une explication rationnelle à tout ceci. Pierre vérifie méthodiquement les serrures de toutes les issues, son pragmatisme de mécanicien le poussant à prendre des mesures concrètes plutôt qu'à spéculer. Rationnel ou non, nous devons sécuriser la station. Si des inconnus rôdent autour de nos installations, ils pourraient sabotager notre équipement vital. Marcel approuve d'un hochement de tête. Pierre a raison. À partir de maintenant, personne ne sort seul, jour et nuit. Jacques, surveillez en permanence toutes les fréquences radio. Au moindre signal suspect, vous m'alertez immédiatement. Claire, vos instruments peuvent-ils détecter des sources de chaleur humaine dans un rayon de plusieurs kilomètres? Théoriquement oui, répond-elle en ajustant nerveusement ses lunettes. Mais la précision dépend des conditions atmosphériques. Je peux modifier les paramètres de nos capteurs thermiques pour détecter des signatures humaines, plutôt que des phénomènes météorologiques. La nuit s'installe lentement sur la station Kerguelen 7, mais personne n'arrive à trouver le sommeil. Chaque bruit, chaque vibration du vent contre les parois métalliques fait sursauter des nerfs tendus à l'extrême. Marcel effectue des rondes régulières, vérifiant obsessionnellement chaque instrument, chaque système de sécurité. Vers 3 heures du matin, Jacques détecte une nouvelle série de transmissions. Cette fois, les signaux sont plus proches, plus nets, et semblent coordonnés selon un schéma complexe qui évoque une communication militaire organisée. « Capitaine !» chuchote-t-il d'une voix blanche. « Je crois qu'ils se rapprochent. Les signaux viennent maintenant de plusieurs directions différentes, comme s'ils encerclaient notre position. L'aube du 5e jour se lève sur une station Kerguelen 7, transformée en forteresse improvisée. Marcel Dubois n'a pas fermé l'œil depuis 48 heures, ses yeux injectés de sang scrutant obstinément les écrans de surveillance que Claire a réussi à configurer pour détecter les signatures thermiques humaines. Les signaux radio captés par Jacques se sont multipliés durant la nuit, révélant un réseau de communication sophistiqué qui encercle progressivement leur refuge. « Capitaine, j'ai identifié au moins 4 sources d'émissions distinctes, » annonce Jacques d'une voix éraillée par la fatigue et l'angoisse. Elles se déplacent selon un schéma coordonné, comme une patrouille militaire professionnelle. Ces gens ne sont pas des naufragés perdus, ils exécutent un plan précis. Claire ajuste fébrilement les paramètres de ses détecteurs thermiques, ses mains tremblantes trahissant l'épuisement nerveux qui ronge toute l'équipe. J'ai des contacts intermittents sur les capteurs. Ils semblent maîtriser parfaitement l'art du camouflage thermique, n'apparaissant que quelques secondes avant de disparaître de nouveau. Soudain, un coup sec résonne contre la porte blindée principale, puis un autre. Un rythme délibéré, presque cérémoniel, qui glace le sang de tous les occupants. Marcel saisit son arme de détresse et s'approche prudemment de l'interphone extérieur. « Nous savons que vous nous entendez », dit la même voix féminine claire et cultivée que Marcel a entendue 3 jours plus tôt. « Ouvrez, il est temps de comprendre la vérité sur cette île. » Pierre Gauthier, armé d'une clé anglaise impressionnante, se poste près de la porte avec la détermination farouche d'un homme qui a passé sa vie à résoudre des problèmes mécaniques complexes. « Capitaine, nous ne savons pas combien ils sont, ni quelles sont leurs intentions réelles. Elle était seule l'autre soir, » murmure Marcel, pesant rapidement les options limitées qui s'offrent à eux. Si elle voulait nous faire du mal, elle aurait pu saboter nos générateurs ou nos réserves d'oxygène depuis longtemps. Henri Leblanc, dont l'expérience des situations extrêmes dépasse celle de tous les autres, pose sa main rassurante sur l'épaule du capitaine. Parfois, la curiosité scientifique doit l'emporter sur la prudence militaire. Nous ne découvrirons jamais la vérité en restant barricadés. Marcel prend une inspiration profonde et actionne lentement le mécanisme d'ouverture. La porte blindée coulisse avec un sifflement hydraulique, révélant la mystérieuse femme accompagnée de 2 hommes, en combinaison polaire militaire parfaitement entretenue. Leurs visages, enfin découverts, montrent des traits burinés par des années de vie en milieu hostile, mais leurs yeux brillent d'une intelligence aiguë et d'une détermination inébranlable. « Je suis le docteur Élise Marchand », se présente la femme, en retirant son masque facial,
révélant un visage fin de femme de 45 ans, encadré de cheveux blonds grisonnants. Ancienne responsable du programme d'observation météorologique de Kerguelen, officiellement évacuée en mars 1984. Officiellement, répète Marcel, saisissant immédiatement l'implication troublante de cet adverbe. Nous sommes restés pour terminer une mission classifiée, explique l'un des hommes, se présentant comme le lieutenant-colonel Raymond Dumont, météorologue militaire de 53 ans. Surveillance des activités soviétiques dans l'océan Indien austral. Quand les tensions se sont apaisées, nos supérieurs ont préféré nous oublier plutôt que de risquer un incident diplomatique en révélant notre présence continue. Le troisième homme, présenté comme le sergent-chef Michel Rousseau, spécialiste en communication et survie polaire, ajoute « Nous sommes devenus des fantômes administratifs, officiellement morts, officieusement abandonnés, réellement survivants, grâce à notre détermination et aux ressources que nous avons su développer. » Claire, fascinée malgré sa méfiance, ne peut s'empêcher de poser la question qui brûle les lèvres de tous. Comment avez-vous survécu pendant 41 ans dans ces conditions impossibles? Élise sourit avec une fierté mélancolique. Les anciennes installations militaires étaient plus vastes et mieux équipées que ne l'indiquent les cartes officielles. Nous avons développé un système de survie autonome, culture hydroponique sous terre, élevage de lapins arctiques, récupération d'eau de fonte, génération d'électricité par éolienne camouflée. Nous avons également maintenu une surveillance discrète des équipes scientifiques successives, continue Raymond, par mesure de sécurité, pour nous assurer qu'aucune ne découvrait nos installations clandestines. Marcel sent un mélange de admiration et de colère monter en lui. Vous nous avez espionnés pendant des mois sans nous révéler votre existence. Pourquoi maintenant? Michel, dont le visage porte les cicatrices de décennies de lutte contre les éléments, répond avec gravité « Parce que nous vieillissons. Élise a développé une insuffisance cardiaque que nos moyens limités ne peuvent plus traiter. Raymond souffre d'arthrite sévère qui limite sa mobilité. Quant à moi, il remonte sa manche, révélant une prothèse artisanale remplaçant sa main gauche gelée il y a 15 ans. Nous avons besoin de votre aide pour retourner à la civilisation. À vous, Élise. » Sa voix se brisant légèrement. Non pas pour nous-mêmes, mais pour témoigner de cette époque oubliée, pour honorer la mémoire de nos camarades morts dans l'isolement, pour empêcher que d'autres soient abandonnés comme nous l'avons été. L'émotion saisit soudain Marcel à la gorge. Ces trois personnes incarnent une forme de courage et de résistance qui transcende sa propre douleur personnelle. Leur survie miraculeuse redonne un sens à sa mission, une perspective nouvelle à sa propre existence marquée par la perte de Marguerite. Jacques, dont l'expertise technique a toujours primé sur les considérations émotionnelles, pose la question pratique cruciale. Vos équipements de communication peuvent-ils nous aider à rétablir le contact avec Porto Français? Mieux que ça, répond Michel avec un sourire rusé. Nous disposons d'un émetteur longue portée caché depuis 4 décennies. Il peut atteindre directement les terres australes françaises, l'Australie, même l'Afrique du Sud, dans de bonnes conditions atmosphériques. Henri, ému aux larmes par cette révélation extraordinaire, murmure « Vous pourriez rentrer chez vous depuis des années. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que chez nous n'existe plus, répond tristement Raymond. Nos familles nous croient morts, nos amis ont refait leur vie, nos carrières appartiennent au passé. Nous sommes des survivants d'une époque révolue, des témoins d'une histoire que personne ne veut se rappeler. » Marcel prend une décision qui engage son avenir autant que celui de son équipe. Nous rentrerons tous ensemble. Votre histoire doit être racontée, votre sacrifice reconnu, votre courage honoré. Jacques, préparez une transmission d'urgence. Claire, documentez tout. Cette rencontre changera l'histoire officielle des terres australes françaises. Alors que le soleil austral perce enfin les nuages qui enveloppaient l'île de la Désolation depuis des jours, Marcel ressent une paix intérieure qu'il n'avait plus éprouvée depuis la mort de Marguerite. Ces fantômes du passé lui ont enseigné que la survie n'est pas seulement une question de résistance physique, mais aussi de capacité à donner un sens à l'existence même dans les circonstances les plus désespérées. L'isolement touche à sa fin, mais l'aventure humaine la plus extraordinaire de leur vie ne fait que commencer.